Vous êtes-vous déjà demandé quelle série de formules chimiques, de contrôle de sécurité et d'étapes millimétrées transforment un mélange de poudre sombre en ces chrysanthèmes de lumière qui explosent au-dessus de nos têtes pour ponctuer chaque grande célébration? Le secteur pyrotechnique mondial génère chaque année des revenus qui dépassent sans peine 1,8 milliard de dollars. Et, derrière ce chiffre, se cachent des millions d'étincelles qui illuminent les cieux de tous les continents à des dates clés. Des fêtes nationales en Amérique au festival de lanternes dans le sud-est asiatique, en passant par la Saint-Sylvestre, les noces collectives, les victoires sportives ou les concerts géants qui s'achèvent dans un déluge de lumière. Pour répondre à cette énigme, il convient de se rendre dans les provinces reculées de Chine, territoire responsable d'environ 2/3 de la production mondiale de feux d'artifice, où l'artisanat traditionnel coexiste avec des laboratoires équipés d'une instrumentation ultramoderne. Là-bas, la chimie, le génie mécanique et une réglementation de plus en plus rigoureuse convergent pour donner forme à un artefact dont la beauté dépend paradoxalement d'un contrôle millimétrique de la combustion. Si l'imaginaire populaire situe la découverte de la poudre à un épisode fortuit mettant en scène un alchimiste de la dynastie des Han, de nombreux historiens en élargissent le tableau. Ils décrivent des fours en céramique rudimentaire, des récipients de salpêtre entreposés à côté de charbon de bois sec, et la quête obsessionnelle d'un élixir d'immortalité qui s'est finalement révélé être un précurseur de la pyrotechnie. Cette composition à base de nitrate de potassium, de soufre et de résidus carbonisés était introduite dans des tiges de bambou creuses, scellées à l'argile puis projetées dans le feu avec l'espoir de chasser des esprits malveillants qui, selon la cosmovision chinoise, provoquaient maladies et mauvaises récoltes. Ces mêmes tubes croustillants ont évolué jusqu'à devenir les pétards linéaires que l'on allume encore aujourd'hui pour le nouvel an lunaire. Bien que la fabrication moderne intègre des contrôles de densité, de granulométrie et d'humidité que les artisans anciens ne pouvaient même pas imaginer. L'expansion de la poudre vers l'Occident fut lente mais constante. Au XIIIe siècle, des ingénieurs arabes apportèrent leurs connaissances en balistique en Méditerranée, où des maîtres florentins mirent au point les premiers fiori ou fleurs de feu pour magnifier les fêtes religieuses. Au Japon de l'époque d'Edo, la pyrotechnie se transforma en un spectacle estival connu sous le nom de Hanabi Taikai, avec des démonstrations sur des rivières comme la Sumida, dont le reflet doublait la lumière et faisait naître chez le public l'illusion d'une cascade inversée. Cette tradition nippone influença par la suite les fabricants européens qui adoptèrent des couleurs plus pures et des techniques de sphères multiples à l'intérieur d'un même appareil afin de prolonger la séquence d'étincelles. De nos jours, la base de la plupart des projectiles reste la poudre noire, bien que sa préparation ne ressemble guère à la formule rustique d'autrefois. On sélectionne d'abord un charbon de bois exempt de résine, de préférence issu de sarments de vigne ou de bois de saule, qui est ensuite carbonisé dans des alambics métalliques sous atmosphère réduite. Le résultat est un matériau extrêmement poreux, capable d'absorber le nitrate potassique fondu lors du processus de granulation. Ce nitrate est purifié par des recristallisations successives jusqu'à atteindre une pureté supérieure à 99%. Au bout de la chaîne, de grandes mélangeuses horizontales intègrent le salpêtre, le charbon et le soufre dans des proportions définies, environ 75%, 15% et 10% en poids. Ajoute de la paille de riz hachée comme liant, puis tourne à vitesse constante pendant plusieurs heures. La friction interne génère des microsphères qui sont ensuite triées par tamisage. Les grains épais sont réservés à la charge de lancement, les grains moyens à la rupture de la coque et les grains fins à la confection des mèches. La couleur, véritable vedette de tout spectacle pyrotechnique, dépend de l'émission spectrale des métaux et des sels qui brûlent à des températures précises. L'obtention de rouges intenses se fait avec du nitrate de strontium ou du chlorure de lithium, tandis que les éclairs orangés sont produits par du chlorure de calcium hydraté. Les sels de sodium offrent des jaunes éclatants mais ont tendance à contaminer les autres teintes par leur intensité, de sorte que les ateliers isolent soigneusement chaque lot. Pour les verts, on recourt au nitrate de barium, mais ce composé est toxique, si bien que l'on étudie des alternatives à base de bore, promettant une luminosité similaire pour un impact environnemental réduit. La gamme de bleu, historiquement considérée comme la plus difficile en raison de la fenêtre thermique étroite qui permet l'excitation de l'ion cuivre 2 sans que la molécule ne se décompose, est aujourd'hui affinée par des mélanges incorporant des composés organiques halogénés ou des couches doubles protégeant le cuivre de la chaleur excessive. Le résultat est un bleu céleste pur qu'on ne voyait autrefois que dans les présentations japonaises haut de gamme. La salle de formulation des couleurs fonctionne comme un laboratoire pharmaceutique,
pression légèrement négative pour éviter la dispersion des particules fines, sols antistatiques, opérateurs chaussés de semelles conductrices et fenêtres à ouverture rapide pour dissiper une éventuelle combustion. Chaque lot d'étoiles, ces petites billes pressées contenant la composition colorante, est humidifié avec des solvants évaporables, souvent de l'eau et de la dextrine comme liant naturel, puis enroulé autour d'un noyau d'argile ou d'une graine de poudre pressée. Des couches successives, appliquées sur des tours rotatives, garantissent que chaque étoile soit parfaitement sphérique, ce qui influe sur la symétrie de l'éclat. Le séchage exige des déshumidificateurs et un contrôle de la température. Accéléré, il fissure la surface. Prolongé, il peut favoriser le développement de moisissures. Parallèlement, on fabrique la coque. Pour les effets sphériques, d'inspiration japonaise, on emploie 2 hémisphères de carton craft imprégnés de colle qu'on remplit ensuite avec les étoiles préalablement colorées disposées selon un schéma géométrique qui déterminera le motif visible dans le ciel. Entre les étoiles, on intercale des poudres de rupture, mélange de poudre fine et de sûre chargés de répartir la pression intérieure et de diffuser les fragments lors de l'explosion. Au centre, on place une amorçage retardée remplie d'une composition lente. Sa combustion sert de temporisateur pour garantir que l'explosion se produise au sommet de la trajectoire balistique. Les coques cylindriques, de tradition italienne, sont conçues par enroulement hélicoïdal de papier avec des couches collées apportant une rigidité axiale. Elles permettent des effets plus allongés et des traînées de type comète. Une fois scellées, les coques sont enveloppées de plusieurs tours de fil de jute ou de fibres de verre, opération appelée cordage, qui renforce la structure face à des pressions internes pouvant atteindre 1000 kPa. À ce stade, on ajoute la mèche visco, mais les grands spectacles utilisent souvent des match pipes ou tubes de transmission pyroélectrique reliés à des modules de déclenchement électronique. Ce système permet de programmer chaque appareil via un code numérique spécifiant le canal, le chronogramme et l'intensité de l'impulsion électrique. Un microcontrôleur central, synchronisé par GPS ou par horloge atomique, peut gérer des milliers de déclenchements sans que l'opérateur ait à s'approcher des mortiers. La phase d'étiquetage va bien au-delà d'un simple autocollant. Elle inclut des codes QR menant à des fiches de sécurité multilingues, des pictogrammes du système général harmonisé et des références croisées avec la base de données de l'Organisation internationale de pyrotechnie. Ainsi, si un lot présente un problème, toute autorité douanière peut en retracer la date, l'heure et la ligne de production exacte. Après inspection finale, les appareils sont entreposés dans des bunkers semi-enterrés, compartimentés par des murs de béton cellulaire. Chaque compartiment abrite un maximum de 300 kg net de matériel pyrotechnique selon la classification ONU, 1.3G. La ventilation y est forcée et des capteurs de concentration de gaz déclenchent des alarmes en cas de présence d'oxyde d'azote hors norme. Hors de la zone industrielle, les projectiles voyagent par mer dans des conteneurs ventilés équipés de panneaux résistants au feu pendant au moins 1 heure. Le navire place ses conteneurs sur le pont, loin des cales machines, en conformité avec les conventions internationales sur le transport de marchandises dangereuses. À destination, des sociétés spécialisées prennent le relais et mènent les colis vers des poudrières locales où ils resteront jusqu'à la date du spectacle. Là, des artificiers certifiés inspectent chaque coque, coupent avec les mèches à la longueur adéquate et testent des échantillons pour vérifier la stabilité de la combustion, puisque des variations d'humidité de l'emballage peuvent modifier la vitesse de flamme. Le montage sur le site de l'événement est planifié à l'aide d'une carte tridimensionnelle intégrant l'orographie, les courants de vent prévus et les contraintes urbaines. Les supports de mortier sont ancrés sur des plots de sable ou des dalles de béton. Leur inclinaison est ajustée au laser. Chaque tube est codé au moyen de rubans réfléchissants de couleur selon le calibre, de sorte que le chargement reste intuitif, y compris de nuit. Un même spectacle peut combiner des calibres allant de 75 mm, petites étoiles pour dessin rapide, à 300 mm. Floraison géante visible à 6 km, avec des altitudes comprises entre 40 et 280 mètres. Pour des raisons de sécurité, on définit une zone de chute libre de public dont le rayon équivaut à 70% de la hauteur maximale prévue. On y positionne véhicules de lutte contre l'incendie, ambulances et un drone équipé d'une caméra thermique qui surveille les braises au sol ou sur les toitures. Ces dernières années, l'innovation a bifurqué vers 2 axes, durabilité et précision artistique. Dans le premier domaine, on met en avant des charges de projection à base de nitrate d'ammonium et de combustibles végétaux, dont la fumée contient moins de sulfate et dégage une odeur moins âcre. On explore également l'utilisation de matrices de nitrocellulose gélatinisées dans des solvants verts, afin de remplacer les liants synthétiques à base de formaldéhyde.
Concernant l'aspect créatif, des algorithmes évolutionnaires conçoivent des séquences maximisant la différenciation chromatique dans le temps, évitant que 2 tirs de palette similaires apparaissent consécutivement et donnent une impression de répétition. De plus, l'introduction de drones LED ouvre la voie à des chorégraphies hybrides. Ces appareils lumineux survolent des zones interdites à la pyrotechnie traditionnelle en raison du risque d'incendie ou de la proximité de structures historiques, tandis que les coques pyrotechniques sont réservées aux salves en hauteur. Sur le plan sociétal, certaines municipalités mènent des campagnes de sensibilisation aux effets sur la faune domestique et la vie sauvage. Des fenêtres temporelles réduites ont été expérimentées, par exemple des spectacles concentrés avant minuit, et se développent des alternatives de feu froid, dispositifs émettant des étincelles à basse température grâce à de la nitrocellulose imprégnée de sel de potassium et de titane micronisé. Ces artefacts, prisés lors de mariages et dans les stades couverts, génèrent des colonnes de lumière à peine teintées à 35 degrés Celsius dans la zone de chute, suffisante pour prévenir les brûlures. La formation des professionnels a évolué à l'image de l'aviation. Dans plusieurs pays, une licence renouvelable est exigée, assortie d'heures de pratique sous supervision, d'un examen théorique sur la chimie des explosifs et d'une aptitude médicale attestée incluant des audiométries périodiques. Les organismes de normalisation tels que la National Fire Protection Association aux États-Unis ou l'Association Española de normalisation en Espagne, publiant des manuels détaillés couvrant l'utilisation des systèmes d'initiation électronique, la gestion des déchets, cartons brûlés, plastiques et tubes métalliques, et les protocoles d'urgence en cas de défaillance d'allumage. Lorsqu'on assiste à un spectacle complet, il est facile d'oublier que chaque éclair obéit à une liste quasi infinie de vérifications. Densité apparente de la composition, pression de compactage, angle d'insertion, chronogramme de tir, vitesse du vent limite, distance de sécurité, plan d'évacuation et même répartition du personnel en cercle concentrique. Et pourtant, l'humanité conserve intacte la fascination pour cette fraction de seconde où un crépitement profond annonce l'épanouissement de la fleur lumineuse. Peut-être est-ce parce que s'y conjuguent la science pure, thermodynamique, optique, balistique, et un besoin ancestral de célébrer, de marquer le ciel de cicatrices pour rappeler qu'un instant fut exceptionnel. La prochaine fois qu'un éventail d'étincelles colorera la nuit, il suffira d'un regard vers la lueur pour deviner toute la chaîne en arrière-plan. Les cultivateurs qui produisent le bois de charbon, les chimistes qui titrent les sels jusqu'aux fractions de pureté, les opérateurs qui examinent les grains sous loupe à 40 fois, les transporteurs qui franchissent les douanes, les techniciens qui installent les mortiers et les programmeurs qui règlent les millisecondes sur une interface numérique. Chacun apporte un maillon indispensable pour que le spectacle se déroule avec la précision d'une horloge astronomique, mais avec la charge émotionnelle d'un rituel collectif. Ainsi, l'étincelle née dans un bambou il y a 20 siècles continue d'évoluer pour raconter une fois encore l'histoire joyeuse de la lumière triomphant de l'obscurité, ne serait-ce que le temps qu'il faut à un souffle pour s'évanouir.